faut sortir maintenant de cet état de la colonisation et redevenir Ubuntu, la plénitude de votre être. Oubliez que la Belgique vous a colonisé. C'est la Belgique qui est un petit pays, contrairement à ce que vous dites, qui continue de téter sous le mamelles du Congo. C'est la 4e erreur commise par l'Africain. L'Africain a accepté de transformer son mode de vie. Vous n'avez pas l'impression de vous ramener un peu à l'âge de pierre, monter sans argent? Non, non, non. L'abandon de la tradition orale. Et alors, le rejet de la connaissance et du savoir-faire ancestral. Évidemment, ça c'est la 2e erreur. Nous avions rejeté la connaissance et le savoir-faire ancestral. Nos ancêtres disposaient d'une connaissance. Parce qu'ils vivaient dans un univers donné. Et dans cet univers, il y avait une connaissance émanation de beaucoup de facteurs de la création. L'animal a toujours été là pour nous enseigner. Je vous donne un exemple. Regardez dans l'emblème de quasiment tous les pays de la Terre, y compris occidentaux. Vous verrez par exemple aux États-Unis, on utilise l'aigle comme emblème même du président de la République, du Sénat américain et d'autres institutions. Pourquoi se réfère-t-on à ces animaux? Parce qu'il y a un enseignement derrière. Le Congo aujourd'hui par exemple utilise les léopards. Dans beaucoup de pays, vous aurez remarqué l'équipe nationale du Sénégal, le lion de la Teranga, les lions du Mali, les éperviers du Togo, ainsi de suite. C'est-à-dire que dans la création, il y a toujours un facteur de connaissance. Et nos ancêtres disposaient de pas mal de connaissances. Ces connaissances qui étaient aussi capables d'éradiquer la plupart des maux ou de maladies auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui. Nous avions abandonné cette connaissance et ces savoir-faire. Nous savions autrefois, nous avions eu la capacité de tisser nos vêtements à nous. Regardez par exemple comme je suis là. La colle de ma chemise a été tissée avec du raffia. Le raffia c'est quoi en fait? Ça, c'est le feuille de palmier. Vous imaginez quelle science de prendre le feuille de palmier et faire le feuille de palmier à ce niveau. Qu'est-ce que j'ai envié d'une colle faite avec du coton? Regardez un peu la colle de la chemise. Soyons sincères envers nous. Nous avions une disposition, une connaissance et un savoir-faire de faire certaines choses. Ça peut nous aider. J'ai transporté la quasi-majorité de mes éléments dont j'avais besoin aujourd'hui dans ces petits sacs. Vous avez remarqué qu'on avait un savoir-faire. L'Africain savait prendre le bois et faire son lit et faire sa chaise pour s'asseoir. L'Africain savait prendre du fer pour faire ses ustensiles de cuisine, pour faire ses ustensiles de ménage, et ainsi de suite. Nous avions abandonné ces savoirs. En abandonnant ces savoirs, nous sommes devenus quoi? Nous n'avons plus rien. Nous attendons la fabrication extérieure qui vienne, même dans des choses les plus minimes. Nous ne pouvons plus produire. Nous ne pouvons plus donner ce qui est à nous. Parce que nous avions simplement abandonné un savoir-faire. C'est une erreur. Vous prenez un pays comme le Japon. Elle dispose toujours de sa tradition. Mais le Japon est l'un des pays les plus développés en matière technologique. Mais sur sa tradition toujours. C'est-à-dire qu'ils ont gardé un savoir-faire qui leur a permis d'aller de l'avant. Pourquoi avions-nous abandonné ces savoir-faire? C'est une erreur fondamentale. L'abandon de notre voie initiatique. Lorsque nous étions des enfants, nous savons toujours papa est toujours là, ou maman qui nous accompagne, qui guide nos premiers pas. Dans la vie, tu marcheras comme ça, parce que ici, il y a ça. Dans la vie, il ne faut jamais faire ça. Il ne faut jamais prendre quelque chose, par exemple, qui ne t'appartient pas. Dans la vie, il faut avoir du courage. Et pour nous démontrer, par exemple, un facteur de courage, compte tenu de notre univers, nos parents nous amenaient parfois, ou nous donnaient chez certaines personnes qui nous amenaient parfois dans la forêt. Dans la forêt, on te fait face à affronter, par exemple, la fureur du léopard, ou à affronter le serpent, d'une manière ou d'une autre. C'est une manière de te démontrer que face au danger, tu dois avoir la capacité ou la maîtrise, par exemple, à un serpent. C'était une voie qui nous permettait d'apprendre la nature, d'apprendre la création. Il nous amenait non seulement vers ce genre de choses, mais aussi vis-à-vis de la dépendance, vis-à-vis de l'indépendance de soi-même. Il nous initiait à certaines valeurs, à certains rites qui nous permettaient d'assumer certaines responsabilités au sein de la société. Nous avions perdu cette voie. Nous avions totalement abandonné nos propres voies
ou, c'est-à-dire nos propres voies de comprendre le monde. Quand je parle de nos propres voies initiatiques, c'est nos propres voies de la compréhension du monde. Comment pourrions-nous comprendre le monde nous-mêmes? Ce n'est pas une initiation avec, comme on a un peu étudié à l'école, avec des masques, des trucs comme ça, des incantations qui sont faits pour... Non, pas du tout. Ça, ce sont des rituels. Les rituels, ce sont des festivités d'une communauté. Nous voyons aujourd'hui dans le monde dont nous faisons allusion, par exemple, le monde actuel, nous voyons des cirques, nous voyons de festivals de clowns, nous voyons des danses X et Y. C'est ça, ce sont des festivités. Chaque société, chaque communauté a une forme de ça, ce sont des festivités. Mais l'initiation à certaines valeurs morales, à certains comportements, à certains dangers. On vous met face aux dangers pour atteindre certaines compréhensions, maîtrise ou force. L'initiation à la compréhension, par exemple, de certaines feuilles de la nature, qui peuvent vous permettre d'éponger certaines difficultés. Regardez aujourd'hui, par exemple, même pour la toux, vous êtes dans l'obligation d'aller voir le pharmacien ou de dépenser votre argent. Alors qu'avec l'initiation de la compréhension des feuilles de la nature, vous pouvez utiliser certains thés comme de boulou-coutou ou certaines feuilles qui peuvent vous aider à vous débarrasser de certains malaises sans pour autant dépenser de l'argent. Quel est le mode de la vie actuel de l'Africain? C'est la 4e erreur commise par l'Africain. L'Africain a accepté de transformer son mode de vie. Là, ça rejoint le 3e point dont j'ai parlé tout à l'heure. Autrefois, l'Africain avait la possibilité, dans son assiette, de manger sans pour autant dépenser l'argent. C'est-à-dire qu'il avait dans sa parcelle privée ou quelque part dans son champ. Ce que j'ai dit tout à l'heure là est aussi praticable dans nos sociétés modernes et dans une vie moderne. Mais Oiseau, vous n'avez pas l'impression de nous ramener un peu à l'âge de pierre, manger sans argent? Non, non, non. Je voudrais dire exactement ce que je vous aurais à expliquer. Vous allez le comprendre même dans cette société moderne. Dans une société moderne, quand on a sa maison, c'est que nous appelons par exemple dans sa parcelle. On peut réserver un coin où on produit soi-même les légumes de première nécessité. Ce qui fait que vous avez la possibilité par exemple d'avoir de l'oignon, de la tomate, céleri et poireaux sans sortir de l'argent. L'Africain avait une possibilité de manger sans sortir nécessairement de l'argent. C'est-à-dire l'argent ne sortait que pour d'autres facteurs ou avoir une grande quantité de la nourriture, mais certains éléments étaient produits par lui-même. L'Africain a abandonné ça. Il a abandonné ses modes de vie. Qu'est devenu l'Africain? L'Africain a pris le mode de vie de la consommation. Du fait qu'il ne produit rien, il est devenu un consommateur par excellence. Des idées, des nourritures et des denrées importées, alors qu'il peut le produire. Vous comprenez par exemple un pays comme le Sénégal, qui produit du riz, alors que ces riz-là n'est pas mangé par les Sénégalais par exemple. Mais le Sénégal importe du riz pour manger. C'est un peu le paradoxe de l'Afrique. Hein. L'Afrique, c'est elle qui détient les richesses, mais on lui vend ses propres richesses en fait. Transformation de son mode de vie. C'est-à-dire la dépendance de son existence devient par de matières produites et proposées par l'autre. C'est ça la transformation de son mode de vie. Un point capital, c'est la 5e erreur commise par l'Africain. L'acquisition d'un nouvel ordre politique, scientifique et spirituel. L'Africain a fait la confusion entre la spiritualité et la religion. La spiritualité est une vocation qui est dans toute personne humaine. Toute personne humaine qui a été créée a la capacité de transcender à un moment certaines conceptions du monde matériel. C'est-à-dire de voir au-delà de la matérialité. De voir ce qui est par exemple imperceptible. Ce qui est un peu immatériel. L'Africain aujourd'hui a voulu rentrer dans un monde de la religion. Où par exemple on lui propose le miracle. C'est-à-dire que ça donnera ça sur le plan matériel. Il a quasiment fait une coupure avec sa spiritualité, sa propre émancipation, sa propre élévation et compréhension du monde pour aller dans le phénomène de dogmatisme. Où il apprend des histoires passées et fait autre. Sans pour autant qu'il fasse un effort
considérable de lui-même pour atteindre une dimension de la compréhension immatérielle des choses, de percevoir au-delà de la matérialité. Alors ça c'est le point spirituel. Alors sur l'ordre politique. L'ordre politique. L'Africain aujourd'hui, pour être responsable politique, est dans l'obligation de faire campagne. Par exemple, dans nos familles, il y avait faire campagne, c'est un peu logique. Il faut que tu fasses campagne pour que vous soyez élu. C'est une forme de démagogie. Dans nos familles, comment fait-on pour élire les chefs de famille? Parce que la famille est le microscope de la société. Lorsque nous sommes dans le microcosme, nous irons dans le macrocosme. Lorsque nous sommes dans ce qui est petit, nous irons dans ce qui est grand. Parce que nos familles sont en vrai la réalité qui peut être de la gouvernance de tout un État. Dans nos familles, pour être choisi par exemple chef de famille ou pour qu'on assume une responsabilité, tout le monde, la société témoigne, la famille tout entière dit un tel a tel comportement. Si on lui confie telle charge, il a les capacités de le faire. Mais telle place, il a une faiblesse, on peut l'adjoindre avec un tel. C'est-à-dire, c'est ça où nous parlons même du Bumuntu. Le Kimuntu revient encore. Ce que vous défendez comme valeur. La société les témoigne et fait de vous un responsable. Mais aujourd'hui, dans l'ordre politique actuel, vous avez des Africains qui sont socialistes. Vous avez des Africains qui sont nationalistes. Des Africains qui sont patriotes. Des Africains qui sont chauvinistes. Des Africains qui sont communistes. Mais toutes ces conceptions-là, dans la société africaine, dans la compréhension de notre monde, signifient quoi? Voudrait dire quoi? C'est manifeste comment? Vous êtes en train d'emprunter des idées extérieures pour le ramener dans une société dont les choses ne sont pas adaptables. Je vous donne un exemple concret. Les Africains disent qu'il faut construire un état des droits. Un état des droits, c'est un état qui repose sur les textes, où la loi gouverne, tout le monde est en dessous de la loi. Mais dans la réalité africaine, je vous prends l'exemple d'un pays cosmopolite comme le Congo. Le droit, lorsque l'Européen fait le droit, la loi est l'émanation de ses coutumes. Dans le Congo, vous allez écrire la loi ou le droit et la constitution avec des coutumes de qui? Les Belges, par exemple, ils sont plus intelligents que nous. La soumission, l'aliénation mentale. Comment toi, en tant que Muntu, qui vit dans un espace au Congo, tu peux prendre les lois de la Belgique et mettre dans toi? C'est impossible. C'est inapproprié dans nos sociétés. Parce qu'on a été colonisé par eux. Voilà, il faut sortir maintenant de cet état de la colonisation et redevenir Muntu, la plénitude de votre être. Oubliez que la Belgique vous a colonisé. C'était un moment de l'histoire. Il faut effacer ces détails de l'histoire. Ça reste sur le plan des archives historiques, mais dans votre existence, en tant que personne humaine, il faut ôter cette maladie de la colonisation. Mais vous pensez qu'on peut vraiment, nous, par exemple, le Congo, le cas que vous avez cité, exister sans la Belgique? Parce que la Belgique, quand même, c'est un grand pays parmi les dirigeants de ce monde. Nous y sommes. La Belgique, qui est un petit pays, contrairement à ce que vous dites, qui continue de téter sous les mamelles du Congo, qui vit grâce au Congo. Le Congo ne peut pas vivre grâce à la Belgique. Mais la Belgique, c'est un petit pays qui vit grâce au Congo. C'est-à-dire que même l'émanation de sa composition administrative, et même l'émanation de certaines choses, c'est l'expression du Congo autrefois et de l'Afrique tout entière qui a inspiré ce genre de choses. Vous verrez par exemple dans la société occidentale, lorsque vous prenez, je disais, le mécanisme de leurs droits, c'est l'émanation de leurs coutumes. Le coutume, c'est le mœurs, c'est les habitudes de tout un peuple. Nous avions comme habitude, par exemple, lorsqu'il y a un problème de faire les kinzondi. Nous allons détruire ça pour prendre une chose lorsqu'il y a un problème, aller en justice, porter plainte et qu'il y ait un avocat qui vous défende. Où est le Kimuntu? Parce que dans nos sociétés, c'était quoi? Lorsque vous commettez une erreur, vous avouez devant les gens et on cherche à apaiser et à réconcilier tout le monde. C'est ça la sincérité dont nous voulons. C'est cette société-là qui était la nôtre. Mais ce n'est pas une société où il y a des... Donc, cet mécanisme de l'ordre politique établi aujourd'hui. Pour être candidat, je vous donne un exemple. En République démocratique du Congo, au Sénégal ou partout, au Mali et tout, il faut payer une caution de milliers de dollars. À Kinshasa récemment, c'était 50 000 dollars américains. Or, si vous prenez les salaires dispensés chez tout le Congolais, il n'y a aucun Congolais qui a la... J'ai dit bien aucun Congolais. Quand j'ai dit aucun Congolais, c'est-à-dire quoi? Le Congolais vit dans une société. Dans cette société, il y a des emplois. Ces emplois sont rémunérés. Il n'y a aucune société, aucune compagnie, aucun métier rémunéré au Congo qui peut permettre à quelqu'un de nourrir sa famille et de faire des économies pour être candidat à la présidence de la République, par exemple. La ville de Kinshasa, il faut choisir des gouverneurs. On dit que la caution, c'est 800 ou 900 dollars.
Le jeune Quinois et les jeunes Quinoises qui ne travaillent pas ou qui vivent dans ces conceptions de choses, où auront-ils cet argent pour être candidat demain? C'est une forme de corruption. Cette acquisition d'un nouvel ordre politique fait que nous reculons et nous ne sommes pas dans une société qui est la nôtre. La science. Qu'est-ce que nous appelons science? La technologie, les ordinateurs, le ciel, les avions, tout ça. Voilà, l'Africain perd la conception qu'il a du monde pour entrer dans la modernité. L'invention ne peut pas remettre en cause ce que vous êtes. La science commence par la conscience humaine. Une personne qui atteint la conscience, qui comprend par exemple, dans ma société, il y a telle difficulté. Je dois faire telle chose pour que les gens aillent dans tel sens. Dans ma société, il y a tel mot ou telle maladie. Je dois faire telle chose pour traiter cette maladie. Dans ma société, il y a telle chose. Je dois faire telle chose pour résoudre ces problèmes. Mais non, l'Africain dit, dans ma société, il y a telle maladie, il faut que j'aille étudier à l'école de l'occidental. Il faut que j'aille prendre ce que l'occidental a pour traiter maladie. D'ailleurs, la preuve, je vais vous dire qu'il n'y a aucune maladie dont la médecine actuelle, par exemple la médecine occidentale, n'est capable de les traiter en Afrique. Les véritables maladies qui sont là, de génération en génération, cancer des seins, maux, hémorroïdes, tout ça, ne sont pas traitables par ces genres de choses. Or, l'Africain a parfois recours à certaines compréhensions du monde où il commence d'abord par voir, par exemple, les niveaux de l'âme de la personne, les niveaux des liens familiaux, les niveaux de la généalogie de la personne, la connaissance qu'il a de la nature et des dispositions qu'il a. C'est à partir de ça qu'on arrive à inventer. C'est-à-dire que votre compréhension du monde, je vous donnerai un exemple clair, comme nous avions inventé un nouveau calendrier. Nous l'avions fait comment? C'est la compréhension de notre monde. J'ai compris que la femme africaine a un dispositif des règles de 30 jours. Par exemple, j'ai compris que le cycle lunaire, il y a certaines femmes qui ont un dispositif de 28 jours. Par exemple, ce qu'on appelle le cycle moyen. Mais j'ai compris que le Congo est le seul pays où l'Afrique est le seul continent où on a la visibilité de la Lune pendant 364 jours. Or, la Lune apparaît en 4 quartiers. Dans les 4 quartiers, la Lune apparaît 7 jours par exemple. Si vous disposez, vous calculez, vous aurez remarqué que ça vous donne 13. Donc, il y a 13 cycles lunaires. Ce qui nous donne un calendrier de 28 jours et 13 mois, qui est une première. Et c'est sur base de ça. Pour les femmes qui ont 30 jours, nous avions mis en place un calendrier civil de 30 jours et 30 mois. Vous comprenez que par ça, c'est la compréhension de notre société, la prise de conscience de ce que nous sommes. J'ai compris et nous avions compris qu'on peut organiser notre société par rapport à ça. Oui, je parle en français, mais vous êtes en train de comprendre que depuis que j'ai commencé à parler en français, je ne parle pas de la liberté, dans le sens compris par le français. Je ne parle pas de l'humain, je parle de la personne humaine par exemple, je parle du Muntu. Je suis en train de mettre dans le français le langage qui est le mien, qui est le nôtre. Rappelez-vous que Lumumba avait parlé français. Mais pourquoi on l'a arrêté? Et on l'a tué. Nelson Mandela avait parlé anglais. Pourquoi on l'a arrêté? Kimbangu avait parlé, parfois, lui il parlait Kikongo, mais il utilisait parfois un langage qui était de ces gens-là, parce qu'ils comprenaient leurs documents. Pourquoi a-t-il été arrêté? C'est parce que dans son contenu, il y avait un langage qui n'était pas de l'Occident. Alors quelle différence faites-vous justement entre langue et langage? Entre langue et langage, quelle est la différence que je suis en train de faire? La différence que je suis en train de faire, quand vous parlez une langue, vous exprimez les valeurs, la compréhension, la nature et l'aisance de la société qui vous a emprunté cette langue. Mais quand vous parlez un langage, vous utilisez la langue, n'importe quelle langue du monde, comme un moyen de vous faire comprendre tout en passant un contenu qui est votre propre langage, qui est votre propre code et compréhension du monde. Alors, en quoi est-ce que cela constitue une erreur que d'utiliser des langues d'emprunt pour communiquer entre vous? L'erreur est là. Voici l'erreur. Lorsque vous prenez la langue d'emprunt, vous commencez à vivre, vous prenez par exemple le français comme langue. Vous détruisez le langage qui est le vôtre. Vous parlez le français avec la compréhension de la culture française. Ce qui vous fait quoi? Qui vous fait comprendre par exemple que la démocratie,
Le mot vous vient, vous prenez la démocratie, qui est une émanation du français jusqu'aux langues latines, qui est la source du français, grec et tout consort. Vous comprenez que par ça, donc notre société ne peut sortir que si nous faisons la démocratie. Or, si vous utilisez les langages, vous aurez à comprendre que la démocratie peut être remplacée par un langage qui est le vôtre. Je prends un exemple par exemple. Nous pouvons remplacer une société démocratique par une société féminine. C'est-à-dire, au lieu de dire par exemple la République démocratique du Congo, on peut dire la République féminine du Congo. Pourquoi? Je pense que tous les démocrates du monde seront d'accord avec moi qu'une discipline élémentaire, la transparence et un esprit très élevé de tolérance sont le fondement du jeu démocratique. Or, la femme africaine est une personne humaine qui en elle-même incarne toutes ces valeurs. C'est-à-dire, elle est l'expression de la discipline, elle est l'expression de la transparence et elle est l'expression d'un esprit très élevé de tolérance. Donc, par la compréhension du langage, j'ai vu que la femme à elle seule peut être source de notre facteur de gouvernance, d'organisation et d'inspiration. Parce que la langue des autres est une émanation de codification et d'un langage, d'une expression qu'ils veulent faire passer à travers le monde. Alors, que dites-vous quand même sur le fait d'utiliser nos propres langues aussi pour nous exprimer? C'est une étape véritable et c'est pourquoi vous avez vu que quand j'ai parlé nous avions commencé le Kimuntu. Ici, nous parlons notre langue. Les gens diront que nous parlons le français, mais nous parlons notre langue parce que tout ce que je suis en train de faire, c'est développer le Kimuntu, qui n'est pas dans une langue étrangère, qui est notre langue, mais que je peux développer et expliquer en plusieurs langues. Mais l'expression, le langage, c'est le Kimuntu, Bumuntu et le Muntu, qu'on ne trouve dans aucun vocabulaire de langues extérieures. Alors, Kimuntu, le Bumuntu et le Muntu, vous allez nous l'expliquer tout à l'heure, mais on va passer au 7e point, le désintéressement au travail de la terre. Qu'entendez-vous par cela? Le désintéressement au travail de la terre. Déjà, dans un aspect visuel comme ça, on ne peut rien faire sans la terre. Mais l'Africain a été déconnecté de sa terre. Je vous donne un exemple. On dit à l'Africain, si tu fais l'agriculture, tu es un paysan. Mais malheureusement, l'Africain a besoin de manger. Qui va produire? On dit à l'Africain, tu n'as pas la capacité d'exploiter ta terre. La raison pour laquelle vous voyez autant d'industries, autant de machines qui quittent l'Europe pour venir exploiter le pétrole, exploiter l'argent, l'or, le cuivre en tant que minerai. Or, si l'Africain s'intéressait à la terre, il allait comprendre comme ses aïeux à quoi sert le cuivre, à quoi sert l'or. Et il allait mettre fin à tous ces désastres-là qui continuent à détruire. Vous pensez que nos parents, nos aïeux connaissaient l'existence de tous ces matériaux? Évidemment, et nous l'avions utilisé tout au long de notre histoire. Et c'est ce que nous disposons aujourd'hui pour ramener l'Africain à cette dimension de comprendre sa terre. Mais comprendre aussi sa terre, le travail de la terre, c'est-à-dire la terre, c'est aller chercher dans ses racines. Parce que sous la terre repose par exemple des racines des arbres. C'est aller chercher plus loin dans sa culture, dans ses mœurs. L'Africain, en se désintéressant du travail de la terre, se désintéresse de sa culture. Se désintéresse de la faculté d'aller chercher dans sa propre source. Alors, pour le cas de figure de, par exemple, ceux qui sont dans la diaspora majoritairement, nous avons un travail. J'ai un travail. Et le travail me ramène le salaire. Maintenant, vous me parlez de faire un travail de la terre, faire un travail de la terre. Comment je vais travailler la terre, moi? Je vous explique. Quand vous êtes dans la diaspora, par exemple, beaucoup d'entre vous vont dans des bibliothèques. Vous allez étudier certaines choses. Mais lorsque tu peux être en Occident et en Europe, vivre ta vie, faire le boulot que tu veux, mais tu travailles la terre. C'est-à-dire, par exemple, tu cherches à comprendre qui sont les premiers habitants du Congo. Qui sont les premières personnes, les premières créatures qui ont vécu au Congo. C'est les pygmées. C'est le travail de la terre. Vous aurez remarqué que les pygmées, c'est ce que vous avez appris dans les bibliothèques. Mais quand vous allez travailler la terre, vous allez comprendre qui sont les premiers qui sont arrivés. C'est-à-dire aussi une manière de comprendre comment toi, en tant que personne humaine, tu vas marcher sur la terre du Congo. Quels sont les comportements qui sont compatibles avec la terre du Congo? Parce qu'une terre est aussi source de vibrations. Il y a certains comportements qui ne sont pas adaptables à certaines terres. Je vous donne un exemple, c'est comme si vous allez faire pipi là où il y a l'eau de ruisseau. Alors que où l'eau de source sert à certaines personnes qui peuvent le boire. Donc c'est un comportement qui n'est pas faisable sur cet espace. Pour Muntu, le Kimuntu, est-ce que vous pouvez nous expliquer chaque terme
pour conclure notre première partie d'émission qui sera une série de plusieurs émissions dans laquelle, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont là et qu'on aimerait bien que vous puissiez nous expliquer pour une meilleure compréhension. Alors, Bumuntu, Kimuntu et le Muntu, c'est quoi la différence qu'on peut faire entre ces trois termes qui semblent s'apparenter? Muntu, c'est l'être. L'être qui est là. L'être qui est devant vous. Muntu. Bumuntu, c'est le processus. C'est la voie. C'est le chemin que je vais parcourir pour arriver au Kimuntu. C'est-à-dire que Kimuntu, c'est le lieu où je serai pour subir certaines épreuves et atteindre mon statut véritable en tant que Muntu. Donc devenir l'être accompli. Devenir l'être aujourd'hui capable sur qui, quand je dis Muntu, sur qui tout le monde peut se poser, sur qui tout le monde peut trouver le réconfort, sur qui tout le monde peut bâtir. Je vous dis simplement, je leur dirai ceci, le Muntu c'est vous. Nous devons nous reposer sur vous. Nos espoirs, l'Afrique de demain repose sur vous. Vous devez avoir la tête pour réfléchir et aller dans ce sens. Vous êtes Muntu. Nous devons tous marcher dans la voie de Muntu. Intégrer certaines valeurs, certains principes, obéir à certaines lois de la création et certains principes de la société. Nous devons marcher tous dans cette voie Muntu. Et nous devons tous entendre les Kimuntu. Parce que ce Kimuntu là est en vous. Et vous devez déceler cette étoile-là du Kimuntu pour permettre maintenant à la création de revenir sur les bases essentielles pour que l'harmonie naisse de nouveau et renaisse de nouveau parmi nous.